Sublime château de la Loire, sublime Renaissance dont les deux plus grands noms sont sans aucun doute le roi François Ier et le génie Léonard de Vinci. Deux grands noms associés aux joyaux de la Renaissance, deux grands noms qui soulèvent encore aujourd'hui beaucoup de mystères. Léonard et François Ier ont travaillé ensemble. Liés d'une amitié profonde, c'est en France que Léonard de Vinci mourira dans les bras du roi de France. Les deux personnages avaient l'habitude de coder nombre de leurs pensées. Ils avaient l'art de dissimuler les choses, les secrets. On parle souvent du Da Vinci Code, qui a fait l'objet d'un film grand public, mais nous préférons le nommer Codex Atlanticus. Car c'est le véritable nom du legs de Léonard de Vinci. Et surtout, à la différence de ce film, nous allons vous montrer la face cachée de Léonard. Si l'on juge un arbre à ses fruits, François Ier et Léonard de Vinci étaient les gardiens d'un savoir extrêmement riche et puissant. Les châteaux de la Renaissance édifiés par François Ier, le roi bâtisseur, ont marqué leur époque et l'histoire entière elle-même. Ils sont en effet connus dans le monde entier aujourd'hui, dans la lignée des plus beaux monuments au monde. À l'époque, ils représentaient une énorme avancée artistique conjuguée à un haut niveau technique. Léonard a quant à lui produit non seulement des peintures extraordinaires, mais aussi des inventions techniques ainsi que des œuvres culturelles. De Vinci était également philosophe, herboriste, ingénieur et architecte. On dit que les tableaux de Léonard sont codés. Mais le plus intrigant, et ce que l'on ne vous dit jamais, c'est que certains de ces tableaux ont étrangement disparu, comme le tableau nommé « La Vierge à la source ». Aujourd'hui, on ne dispose plus que d'un piètre croquis de la Vierge à la source. Léonard, malgré ses énormes talents, eut des difficultés avec les hommes de pouvoir en Italie, qui voyait dans ses idées philosophiques notamment un danger. Léonard, lui, disait « Les comtes et les barons sont certes puissants et célèbres aujourd'hui, mais l'histoire les oubliera très vite. » Pour Léonard, ce qui comptait, c'était de laisser une trace dans l'histoire, pour la postérité. Ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité. On retrouve l'esprit des bâtisseurs de cathédrales dans cette phrase. La sophistication suprême, c'est la simplicité. On retrouve ici l'esprit des bâtisseurs de pyramides. Chose étonnante, Léonard de Vinci ne parlait ni le latin ni le grec. On peut d'abord l'expliquer par le fait que Léonard était issu d'une famille paysanne d'Italie du Nord. Il venait du peuple, de la campagne. Il n'apprendra finalement le grec et le latin que très tard, vers l'âge de 40 ans, et ce malgré des capacités intellectuelles exceptionnelles. On peut carrément dire que Léonard a littéralement snobé le latin et le grec. Peut-on y voir une volonté de sa part de nous indiquer une autre culture que celle officiellement établie à l'époque ? Délaisse les grandes routes, prends les sentiers, disait Pythagore, un autre grand sage. Léonard n'a donc longtemps parlé que la langue populaire, le patois comme on dirait aujourd'hui. Est-ce que cette langue méprisée était plus importante qu'on ne le croit ? Léonard apprit cependant très rapidement le français quand il arriva en France, où il sera pris d'affection par François Ier. Il aura le rôle d'architecte, de peintre et d'ingénieur du roi de France. Mais il organisera aussi des fêtes pour le roi. François Ier était en effet amateur de fêtes et de bals déguisés sur le thème de la mythologie.
Léonard organisa notamment l'anniversaire de la sœur du roi en 1517 à Argentan dans l'Orne en Normandie. François Ier commencera son règne par des occupations terrestres et politiques, marquées par le succès de la fameuse bataille de Marignan en 1515. Mais dès l'année suivante, après sa rencontre avec Léonard de Vinci, le roi va rapidement gagner en sagesse et s'occuper de choses plus spirituelles. Il souhaitera lui aussi marquer l'histoire et transmettre à la postérité. Il est le roi bâtisseur de l'histoire de France. Il est le moteur de la Renaissance française et de ses châteaux de la Loire qui accoucheront d'un style architectural unique. Le style Renaissance française. François Ier est surnommé le roi des rois. C'était aussi le dernier roi chevalier. Les châteaux de la Renaissance et leur joyer Chambord sont la dernière génération de constructions extraordinaires. Le château de Chambord utilise l'unité de mesure du mètre, et ce, plus de 2 siècles avant sa découverte officielle. Après les pyramides, les cathédrales, il y a les mystères des châteaux de la Renaissance. Léonard de Vinci travailla sur les plans de Chambord, mais en 1519, il mourra dans les bras de François Ier. Ne pouvant aller jusqu'au bout du projet Chambord qui venait tout juste de démarrer, Léonard laissera en héritage le Codex Atlanticus, qu'on a coutume d'appeler abusivement Da Vinci Code, sans doute par anti-atlantisme institutionnel, car Léonard nous a bien légué un Codex Atlanticus et non pas un Da Vinci Code. Et puis, il y a le message codé des châteaux. Mais qu'est-ce que François Ier et Léonard de Vinci ont voulu transmettre à travers les châteaux de la Renaissance? Voici l'emblème de François Ier, dont on prétend que c'est une salamandre. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une salamandre, c'est autre chose. C'est plus un dragon, ou un mélange entre le dragon et la salamandre. Mais ce qui a beaucoup d'informations à nous livrer, c'est ce sceau, sculpté dans les 80 caissons du plafond du château de Chambord. Ce sceau est manifestement un message codé. Mais que signifie-t-il ? Est-ce un code compliqué, réservé à une élite, inaccessible sans la clé? Tout cela ne semble pas faire partie de la philosophie de Léonard, en tout cas. L'homme du peuple, lui qui snobait le latin et le grec. Ce mystérieux motif est toujours répété 2 fois dans chaque caisson, un caisson étant fait de 4 carrés, toujours. L'autre partie du caisson étant réservée à la pseudo-salamandre. La lettre F. F comme François. Des cordes, des nœuds. C'est un code hermétique dans le plus pur esprit des anciens bâtisseurs. Mais ce code hermétique n'a toujours pas été déchiffré aujourd'hui par aucun archéologue ni aucun chercheur. Léonard de Vinci n'a jamais fait de cursus d'études académiques. Alors d'où tenait-il son énorme savoir? En plus de son énorme intelligence, le rendant autodidacte, avait-il une source de connaissances secrètes? Quant à François Ier, a-t-il été également initié à une source de sagesse particulière? Car à la mort de Léonard, le niveau technique ne baissera pas. Le roi de France supervisera de très près les constructions dont il se fait le maître d'ouvrage. Il était extrêmement intelligent et pointilleux. François Ier avait-il des secrets qu'il ne souhaitait ou ne pouvait révéler en son temps, mais qu'il voulait révéler à la postérité, c'est-à-dire à nous? Les châteaux auraient ainsi servi de médias voyageant à travers le temps pour transmettre ce secret aux générations futures. Que veulent nous dire le plus sage des rois et le plus célèbre des génies? Ce sceau semble être la clé du message hermétique de François Ier et Léonard de Vinci.
La solution à l'énigme, vous l'aurez dimanche 21 mars à 6h30 du matin. Mais d'ici là, je vais vous laisser réfléchir parce que je veux pas vous ôter le plaisir de comprendre par vous-même. C'est Léonard de Vinci qui disait « Le plus noble des plaisirs, c'est celui de la compréhension ». Voilà, donc je vais vous laisser l'opportunité d'éprouver ce noble plaisir. D'ici là, le film sortira donc le 21 mars, 6h30 du matin. Ce sera pour moi l'occasion donc de produire un nouveau film documentaire dans l'esprit du film Le Message des Pyramides qui a eu un gros succès. Donc c'est un nouveau film gratuit que je vous offre. Donc soyez bien conscients aussi de ça. J'ai besoin de votre soutien économique. Je ne travaille pas pour l'État. Je vous rappelle que c'est justement parce que je me suis rendu compte que l'histoire officielle était complètement biaisée par une idéologie et que l'histoire officielle écrasait la vérité. C'est justement pour ça que j'ai transformé progressivement ma carrière d'ingénieur en une carrière d'historia, vidéaste indépendant et également nouvel éditeur, écrivain. La maison d'édition L'Esprit Viking, dont la nouvelle devise est « Au courant et fier ». On a lancé un t-shirt à l'occasion de cette nouvelle devise. Une maison d'édition qui édite des livres qui dérangent beaucoup et qui seront probablement bientôt destinés au bûcher, pardon. Étant donné la montée en puissance actuelle des néo-inquisiteurs. Il y a également, pour me soutenir économiquement, le financement participatif sur le Tipeee de l'Esprit Viking, encore une fois. Et puis, il y a l'association Pagan, sur le site pagans.eu, pour également soutenir la cause. Donc, il y a 2 sites internet. Vous retrouvez tout le détail dans la description de la vidéo, de toute façon, espritviking.com, pagans.eu. Et puis donc, rendez-vous pour cette grande révélation sur la Renaissance, le 21 mars à 6h30 du matin, voilà, il va falloir se lever en même temps que le soleil, il va falloir, peut-être c'est aussi pour vous l'occasion d'admirer un lever de soleil. Donc à dimanche 21 mars, la bise à tout le monde, voilà, c'était Oleg de Normandie pour servir la justice et la vérité. Et vous aussi du coup, à bientôt.